vais vous lire la suite du bouquin. Pour la première fois, des scientifiques étaient parvenus à introduire dans le code génétique d'un animal les instructions génétiques d'un virus affectant l'homme. L'autre résultat, tout aussi important, c'est que bon nombre des souris, des générations successives, étaient porteuses du virus VIH. Les critiques de cette expérimentation signalèrent l'existence du risque faible mais réel que les souris s'échappent accidentellement du laboratoire et, une fois en liberté, s'accouplent avec des souris sauvages, multipliant ainsi de façon terrifiante les facteurs de propagation du sida dans le monde animal. Les scientifiques responsables de cette recherche qualifièrent les avertissements d'alarmistes, mais le NIH était suffisamment inquiet d'une éventuelle évasion pour avoir enfermé les fameuses souris CDN dans une boîte en acier inoxydable entourée d'un fossé plein d'eau de javel, le tout enfermé dans un service de biosécurité de niveau 4, le plus rigoureux qui soit. En février 1997, l'équipe du docteur Robert Gallo, co-découvreur du virus du sida, publia dans la revue Science les résultats d'une étude sur l'opportunité d'utiliser ces souris CDN comme Kobe. Gallo et ses collègues signalèrent que le virus du sida porté par les souris pouvait se combiner avec d'autres virus de souris et aboutir à la création d'une forme de sida encore plus virulente, une espèce de super-sida. D'après ce rapport, cette super-souche avait acquis de nouvelles caractéristiques biologiques, dont la capacité à se reproduire rapidement et à infecter de nouveaux types de cellules. Mais il y avait pire. Ce nouveau virus pouvait se transmettre par des voies nouvelles, y compris par simple inhalation. Les auteurs concluaient leur rapport en demandant instamment une évaluation rapide et critique des données expérimentales obtenues grâce à des modèles animaux pour le VIH-1 et de leurs intérêts pour l'étude de nouvelles thérapies antivirales ou de nouvelles approches prophylactiques. Source: Max Jean, concerns raised about mouse models for AIDS. Science, 16 février 1990, page 809. Lusso, Paolo, Fulvia, Di Marzo, Veronese, Barbara Enzoli, Genovefa, Francini, Cristina, Germa, Suzanne E. De Rocco, V.V. Kalyanaraman et Robert C. Gallo, Expanded HIV-1 Cellular Tropism by Phenotypic Mixing with Marine Endogenous Retroviruses. Science, 16 février 1990, page 851. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine et co-découvreur du sida, estime que le nouveau coronavirus serait issu d'un accident de laboratoire, une théorie vivement contestée par plusieurs membres de la communauté scientifique. Selon cet habitué des polémiques et désormais très controversé dans le monde scientifique, le virus SARS-CoV-2 est en fait issu d'une tentative de fabrication d'un vaccin contre le virus du sida. On atteste selon lui la présence d'éléments du VIH dans le génome du nouveau virus, et même d'éléments du germe de la malaria, argumente-t-il dans un entretien au site Fréquence médicale et Pourquoi docteur. D'après le PR Montagnier, professeur Montagnier, qui s'est également exprimé sur la chaîne CNews, ces caractéristiques du nouveau coronavirus ne peuvent être survenues de façon naturelle. L'accident serait intervenu dans le laboratoire de haute sécurité de la ville de Wuhan, ajoute-t-il. Source: pourquoidocteur.fr. Le 25 novembre 2002 est voté le Homeland Security Act. Dans ce texte destiné à lutter contre le risque bioterroriste, anthrax, variole, etc., une disposition vise à interdire le recours contre les producteurs de vaccins en cas d'accident vaccinal. Cette manœuvre consiste à introduire dans un texte de loi une disposition dépourvue de tout rapport avec le sujet. Afin de la faire passer inaperçue, porte le nom de cavalier législatif. La manœuvre ne concerne pas seulement les vaccins de guerre, mais tous les vaccins, dont les producteurs se trouvent ainsi protégés. 3 mois plus tard, une loi corrective supprimait les paragraphes 1714 à 1717 consacrés à ce cavalier législatif. Source:
Le Homeland Security Act, voté tard dans la nuit le 25 novembre 2002, comportait deux sections, 1715 et 1716, prévoyant de limiter les recours contre les producteurs de vaccins en cas d'accident vaccinal, voir dhs.gov. Encore une fois, ça rappelle ce qui se passe actuellement en Europe. Autre chose pour le Covid-19. Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, explique que toute personne vaccinée contre le Covid-19 pourra tout de même tomber malade, pourra le cas échéant mourir du Covid-19, pourra transmettre le virus, pourra avoir des effets indésirables et on ne sait pas le temps de protection comme le virus mute. Il pourrait donc échapper au vaccin. Afin de compenser les risques potentiels pris par les fabricants du délai exceptionnellement court pour la mise au point des vaccins, les contrats négociés actuellement prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour les éventuelles responsabilités encourues uniquement dans les conditions spécifiques définies dans ces contrats. Chaque accord est spécifique. D'après un responsable de l'Union européenne cité par l'agence Reuters, les gouvernements de l'UE devront s'acquitter d'une participation aux frais judiciaires d'AstraZeneca en cas de poursuite d'éventuels effets secondaires de son vaccin contre le Covid-19. Jusqu'à présent, aucun vaccin à ARN messager ou ARNM n'est commercialisé pour un usage en santé humaine. Plusieurs sont en essais cliniques. En santé animale, ils sont déjà utilisés sur les porcs. Alors ici, nous avons deux graphiques. Évolution du marché mondial du vaccin de 2005 à 2020. On se rend compte que aux États-Unis notamment, il y a eu une augmentation exponentielle euh, du, des investissements en vaccins de 2005 à 2020. On est passé d'environ 10 milliards de dollars à environ presque 60 milliards de dollars en 2020, ce qui est quand même beaucoup, c'est quasiment 6 fois plus. Et ensuite, nous avons un autre graphique, les géants de l'industrie des vaccins. Chiffre d'affaires mondial issu de la fabrication de vaccins en 2019 en millions d'euros. Alors, nous avons le plus gros producteur de vaccins, c'est GSK, 8326 euh, oui, 8326 millions d'euros, donc cela veut dire que c'est 8 milliards 326 millions d'euros pour GSK en 2019, tandis que le moins, c'est Sinovac avec seulement 222 millions de dollars. GlaxoSmithKline, GSK est une multinationale britannique, l'un des 10 géants de l'industrie pharmaceutique mondiale. Elle résulte de la fusion entre Glaxo, Wellcome EN et SmithKline Beckham en 2000. En septembre 2013, Suntory annonce l'acquisition des boissons non alcoolisées Lucozade et Ribena pour 1,35 milliard de livres sterling mises en vente par GlaxoSmithKline 4. L'opération concernerait 700 emplois. Ribena est un soda à base de cassis et Lucozade est une boisson énergétique. En septembre 2013, GSK vend pour 700 millions de livres ses médicaments liés à la thrombose à Aspen Pharmacare, une entreprise sud-africaine. En mars 2014, GSK augmente sa participation dans la filiale indienne de 50,7 à 75% pour 64 milliards de roupies, soit environ 1,05 milliard de dollars. En avril 2014, GlaxoSmithKline acquiert les activités de Novartis dans les vaccins pour 7,1 milliards de dollars. En parallèle, il vend ses activités dans l'oncologie à Novartis pour 16 milliards de dollars. Le projet de rachat de la filiale Vaccine de Novartis, à l'exception du vaccin contre la grippe, est finalisé en 2015. En mars 2015, GSK vend la moitié de sa participation dans Aspen Pharmacare pour 853 millions de dollars, gardant une participation de 6,2%. En décembre 2015, GlaxoSmithKline acquiert des médicaments en développement contre le VIH à Bristol Myers Squibb pour 1,46 milliard de dollars. En août 2016, les deux géants Google et GSK créent une filiale commune en travaillant sur l'exploration d'un nouveau champ de la médecine bioélectronique. Cela a pour but de développer des dispositifs de la taille d'un grain de riz susceptibles d'être implantés dans le corps sur les nerfs périphériques, d'où ils enverront des signaux électriques à un organe.
L'idée est de pouvoir implanter le produit dans le cabinet du médecin en recourant à un robot chirurgical peu invasif qui mettra le dispositif à l'intérieur du corps du patient. Le laboratoire britannique précise qu'il cherchera d'abord à établir la preuve d'efficacité de cette approche dans les domaines de l'inflammation et des désordres métaboliques et endocrinaux, tels notamment le diabète, où des résultats ont déjà été obtenus chez l'animal. Le laboratoire britannique GSK a développé un traitement à base de thérapie génique pour prolonger la vie des enfants privés de défense immunitaire à cause d'une affection génétique rare. GSK a obtenu l'autorisation en août 2016 de commercialiser en Europe un traitement innovant pour soigner les bébés ou enfants bulles appelé le Streamvelis. Ce traitement du laboratoire britannique fonctionne grâce à l'introduction d'une gène fonctionnelle remplaçant le gène défectueux. Fin juillet, l'Italie est devenue le premier pays à avoir accepté de rembourser intégralement le traitement constitué d'une injection unique qui coûtera 594 000 euros par patient. En mars 2018, GSK annonce acquisition de la participation de 36,5% de Novartis dans la co-entreprise entre GSK et Novartis, dédiée aux médicaments en vente libre pour 13 milliards de dollars. En décembre 2018, Unilever annonce l'acquisition des activités sous la marque Horlicks de GlaxoSmithKline pour 3,8 milliards de dollars. Le même mois, en parallèle, GlaxoSmithKline annonce l'acquisition de Tesaro, une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les traitements contre le cancer des ovaires. Le même mois, GSK annonce son intention de fusionner ses activités de santé sans ordonnance avec ceux de Pfizer, créant une nouvelle entité détenue à 68% par GSK. Au travers de cette opération, GSK annonce également son intention de scinder ses activités de santé sans ordonnance. En février 2020, Stada annonce l'acquisition d'un ensemble de marques de médicaments en vente libre de GlaxoSmithKline pour 300 millions d'euros. En mai 2020, GlaxoSmithKline annonce la vente de sa participation de 5,7% dans Hindustan Unilever pour 3,4 milliards de dollars. Code de Nuremberg. Le Code de Nuremberg est considéré comme un code légal des droits humains et non comme un code de déontologie médicale qui devrait être appliqué non seulement par des médecins. La traduction moderne de référence du Code de Nuremberg, faite depuis le texte du jugement, est composée de 10 articles. Il est régulièrement rappelé à la communauté internationale au cours des réunions de l'Association médicale mondiale. Il est important de réfléchir aux discours que tiennent certains médecins infirmiers sur les plateaux télévisés, ou encore aux patients positionnés sur l'intérêt de la société d'accepter de signer ces papiers qui permettront à leur traitement de servir à la science, oubliant le véritable consentement éclairé. Le Code de Nuremberg stipule que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir, qu'elle doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelques éléments de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes sournoises de contrainte ou de coercition, et qu'elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique de façon à lui permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d'accepter une décision positive par le sujet de l'expérience, il lui soit fait connaître la nature, la durée et le but de l'expérience, les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite, tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés, et les conséquences pour sa santé ou sa personne qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l'expérience. L'article 4 informe que l'expérience doit être conduite de façon telle que soit évitée toute souffrance et toute atteinte physique et mentale non nécessaire. Également, l'article 9 indique ceci. Dans le déroulement de l'expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l'expérience s'il a atteint l'état physique ou mental dans lequel la continuation de l'expérience lui semble impossible. D'autres textes pour la protection de l'être humain. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques souligne l'interdiction de l'expérimentation dans son texte de 1966 qui stipule nul ne peut être soumis sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. En 2005, l'UNESCO, Éducation, Sciences et Culture, a adopté la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme avec un consensus de 193 pays.
Sur la question du consentement, la déclaration stipule que toute intervention médicale préventive ne doit être effectuée qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée et fondé sur des informations suffisantes. Le premier directeur général de l'organisation fut Julian Huxley, le frère de l'écrivain Aldous Huxley. Convention d'Oviedo. La Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. Ratifiée par la France le 4 avril 1997 à Oviedo, la Convention d'Oviedo énonce les principes fondamentaux applicables à la médecine quotidienne ainsi que ceux applicables aux nouvelles technologies dans le domaine de la biologie humaine et de la médecine. Article 2. Primauté de l'être humain. L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Article 5. Règle générale. Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention, ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques. La personne concernée peut à tout moment librement retirer son consentement. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.